Qu'est-ce qu'être un communiste? Une question qui pourrait sembler futile. Bien entendu que vous savez ce que c'est d'être un communiste. Ou peut-être pas. Certains pensent qu'être communiste, c'est avoir une certaine position sur telle ou telle question. C'est ne pas être d'accord avec la version bourgeoise de l'histoire. Que c'est être le fleuron du progressisme dans ce monde où les réactionnaires semblent être toujours plus nombreux. C'est faux. Ou en tout cas, c'est incomplet. Nombre de camarades font preuve d'un certain libéralisme, d'un laxisme avec eux-mêmes, capables de critiquer le monde entier et d'encourager plus ou moins adroitement les autres à se rectifier. Ils semblent difficilement capables de faire de même avec eux. De nos jours, qu'est-ce qu'être un communiste? C'est avoir une image de profil Staline, être abonné à des youtubeurs un peu rouges mais pas trop, et passer son temps à discuter de vérités historiques sur Twitter et Facebook? J'espère que non. Ensemble, nous allons tirer des leçons des 5 articles du président Mao. Des textes d'une importance capitale pour ceux qui souhaitent réellement changer le monde et ne plus seulement l'interpréter. Servir le peuple est au cœur de la conception communiste du monde. Il est nécessaire, pour tout révolutionnaire, de garder cela à l'esprit et d'y revenir encore et encore. Nous rééduquer dans le but de devenir des hommes communistes d'un type nouveau, des continuateurs de la cause révolutionnaire du prolétariat, au service corps et âme de tous les peuples du monde. Servir le peuple. Quelques mots qui semblent n'être qu'un slogan, mais qui pourtant renferment une vision des choses et une façon d'agir diamétralement opposée aux conceptions bourgeoises que nous avons tous intériorisées à des taux divers. Détruire les égoïsmes et exalter le dévouement à l'intérêt public. Servir le peuple totalement et entièrement. Notre parti travaille à la libération complète du prolétariat. Le prolétariat libérera toute l'humanité en même temps que lui. C'est la condition nécessaire à sa libération finale. Le peuple est la force motrice, le créateur de l'histoire universelle, le principal artisan de la révolution. Aussi, servir le peuple est le point de départ de tout le travail de notre parti. En cela, le problème fondamental consiste à détruire l'idée de l'égoïsme et à promouvoir l'idée du dévouement à l'intérêt public. Être égoïste, c'est penser toujours à soi, ne tenir compte que de soi-même, lutter pour la gloire, le gain, le pouvoir, la position ou l'occasion de se montrer, oubliant tout, la société et les milliards d'êtres humains dans le monde. Travailler dans l'intérêt public, c'est ne pas chercher la renommée ou le gain, ne craindre ni la peine ni la mort, se dévouer totalement aux autres sans penser à soi, travailler corps et âme pour la révolution et le peuple, servir de tout cœur les peuples du monde. Travailler pour soi et travailler pour l'intérêt public correspondent à deux conceptions du monde diamétralement opposées, l'une bourgeoise, l'autre prolétarienne. Pour liquider les égoïsmes et exalter le dévouement à l'intérêt public, il est nécessaire de résoudre correctement le problème des rapports entre l'intérêt de la révolution et l'intérêt personnel. C'est la ligne de démarcation entre les camarades qui servent le peuple intégralement, totalement, et ceux qui le servent en faisant des réserves ou avec tiédeur. Pour servir le peuple entièrement et totalement, on doit mettre avant tout les intérêts de la révolution, le peuple et la libération de toute l'humanité. On doit subordonner sans condition ses intérêts personnels à ceux de la révolution. Entre les différentes sortes de travail révolutionnaire, il n'y a pas de gens haut placés et des gens qui ne le sont pas. Dans chaque métier, chaque profession, le travail est une part indispensable de la cause révolutionnaire. Tant que nous avons une attitude correcte à l'égard de notre travail, nous pouvons tous apporter une contribution valable pour le peuple, et notre travail prendra tout son sens et aura un avenir. Ceux qui font tout travail que leur confie le parti et accomplissent avec joie, avec cœur, sans tenir compte du rang, des difficultés ou des conditions, cette tâche qui est nécessaire au parti et au peuple, sont de bons camarades. Wang Qié a dit « Qu'est-ce que l'idéal? C'est de mener la révolution jusqu'au bout. Qu'est-ce que l'avenir? C'est la cause de la révolution. Qu'est-ce que le bonheur? Le service du peuple. » Chirurgien éminent, Norman Bethune était membre du Parti communiste du Canada. En 1936, quand les bandits fascistes allemands et italiens envahirent l'Espagne, il se rendit sur le front pour servir le peuple espagnol en lutte contre le fascisme. Quand en Chine éclata la guerre de résistance contre le Japon, il prit la tête d'une équipe médicale qui vint sur place. Dans les dures conditions de la guerre, il partagea le meilleur et le pire avec les cadres et les soldats de la 8e armée de route. Et il travailla près de 2 ans avec abnégation et sans relâche pour les blessés et les malades. Il apporta une brillante contribution à la cause de la libération du peuple chinois. Le 12 novembre 1939, en opérant des blessés, il contracta une septicémie et mourut. En ce qui concerne l'éducation communiste, À la mémoire de Norman Bethune est un grand classique.
C'est un manuel de cours obligatoire des plus fondamentales pour chaque révolutionnaire désireux d'ancrer en lui la conception communiste du monde. Citant le glorieux exemple du camarade Béthune, ce texte brillant explique de façon approfondie et facilement intelligible ce qu'est l'esprit internationaliste et communiste que chaque combattant révolutionnaire prolétarien se doit d'assimiler. Depuis plus de 20 ans, cette grande œuvre a exercé une influence incalculable, éduquant et inspirant les larges masses populaires et les cadres de nombreux pays. L'esprit communiste de don total de soi et de dévouement aux autres, ce parfait esprit d'abnégation, est d'une immense portée pour former des hommes nouveaux, communistes, pour transformer la physionomie morale de notre peuple, pour stimuler la révolution et l'édification socialiste dans notre pays. Tout camarade doit l'étudier encore mieux au cours de la lutte, extirper vigoureusement l'égoïsme et se vouer corps et âme à l'intérêt public, balayer la boue du tréfonds de notre esprit, accélérer la transformation de notre conception du monde, participer activement à la grande révolution culturelle prolétarienne, la défendre et mener jusqu'au bout la révolution socialiste. Un combattant du communisme doit être internationaliste, et il doit se sentir responsable de la révolution mondiale. La cause communiste est la cause collective du prolétariat international. Ce n'est lorsque toute l'humanité sera libérée que le prolétariat pourra achever sa libération complète. La révolution prolétarienne consiste à mettre fin à l'impérialisme, au capitalisme et à tous les systèmes d'exploitation dans le monde. C'est à la fois une tâche très noble et très ardue. Ce n'est que lorsque les prolétaires et les peuples du monde entier seront unis en se soutenant mutuellement et en menant une lutte commune que cette grande cause pourra être menée à bien. Le président Mao a dit « L'esprit du camarade Béthune, don total de soi et dévouement aux autres, se traduisait par un sens extrêmement profond de responsabilité dans son travail et par ses sentiments extrêmement chaleureux pour les camarades, pour le peuple. Chaque communiste se doit d'acquérir l'esprit du communiste authentique qu'était le camarade Béthune. » Dans la Chine antique, il y avait une fable intitulée « Comment Yukong déplaça les montagnes ». On y raconte qu'il était une fois, en Chine septentrionale, un vieillard appelé Yukong des montagnes du Nord. Sa maison donnait au sud sur 2 grandes montagnes qui en barraient les abords. Yukong décida d'enlever, avec l'aide de ses fils, ces 2 montagnes, à coups de pioche. Un autre vieillard, les voyant à l'œuvre, éclata de rire et leur dit « Quelle sottise faites-vous là? Vous n'arriverez jamais, à vous seul, à enlever ces 2 montagnes !» Yukong lui répondit « Quand je mourrai, il y aura mes fils, et quand ils mourront à leur tour, il y aura les petits-enfants. Ainsi, les générations succéderont sans fin. Si hautes que soient ces montagnes, elles ne pourront plus grandir, et à chaque coup de pioche, elles diminueront d'autant. Pourquoi donc ne parviendrions-nous pas à les aplatir ?» Après avoir ainsi réfuté les vues erronées du vieillard, Yukong, inébranlable, continua de piocher, jour après jour. Le ciel en fut ému, et envoya sur terre 2 génies célestes qui emportèrent ces montagnes sur leur dos. De même que servir le peuple et à la mémoire de Norman Béthune, cette œuvre brillante, Comment Yukong déplaça les montagnes, est un grand document classique d'éducation communiste et un des textes les plus fondamentaux que nous devons étudier pour établir la conception communiste du monde. Pendant plus de 20 ans, les grandes idées contenues dans cette œuvre ont éduqué les larges masses des cadres et du peuple de notre pays et les ont encouragés à aller vaillamment de l'avant sur la voie de la révolution, en dépit du danger et des obstacles, et sans crainte d'aucun ennemi, pour le triomphe de la cause révolutionnaire du peuple et l'application totale de la ligne du parti. L'appel retentissant lancé par le président Mao dans cet article est le suivant. Armez-vous de résolution, ne reculez devant aucun sacrifice, surmontez toutes les difficultés pour remporter la victoire. Est connu dans chaque famille chinoise. Il est devenu la règle d'or de pensée et de conduite du peuple révolutionnaire chinois et le style de notre époque. Ces paroles sont l'expression la plus concentrée et la plus généralisée de l'indomptable esprit révolutionnaire du prolétariat, qui ose lutter et ose vaincre. Elles expriment également la position et l'attitude fondamentale qu'adoptèrent les révolutionnaires prolétariens envers la cause du parti et du peuple, et à l'égard des difficultés et de la résistance au cours de la Révolution. Elles constituent un guide pour l'action que tout combattant révolutionnaire doit suivre dans la mise en pratique de la ligne révolutionnaire du président Mao. Il est inévitable que des difficultés surgissent au cours de la Révolution. Qu'appelle-t-on ici des difficultés? Ce sont des contradictions et des problèmes non résolus. Ces contradictions et ces problèmes sont universels. Ils existent de tout temps et en tout lieu, et chacun a les siens. L'histoire de la révolution chinoise est une succession de difficultés surmontées. Le processus de la révolution est un processus de lutte constante contre des difficultés. Tout travail comporte difficultés. S'il n'y avait pas eu de difficultés,
nous n'aurions pas eu besoin de faire la révolution, de travailler ou de lutter. Sans difficulté et sans lutte, il n'y a pas de progrès. Quelle attitude devons-nous adapter face à de multiples difficultés et à une résistance opiniâtre? Être indomptable, oser lutter et avancer en dépit d'elles, ou se montrer hésitant ou craintif et les fuir. C'est par là que passe la ligne de démarcation entre les véritables et les pseudo-révolutionnaires. L'attitude adoptée est un facteur clé qui détermine si la ligne et les politiques du parti peuvent ou non être appliquées avec succès. Le prolétariat est la classe la plus révolutionnaire et la plus avancée dans l'histoire de l'humanité. Sa cause révolutionnaire est une grande cause conforme aux lois du développement social, qui sert les intérêts vitaux du peuple et qui s'est acquis le soutien sincère de celui-ci. Les difficultés qui surgissent au cours de notre avancée sont temporaires et peuvent être parfaitement surmontées. Les forces réactionnaires ont leurs difficultés, et nous avons les nôtres. Mais les difficultés des forces réactionnaires sont insurmontables, parce que ces forces s'acheminent vers la mort, sans aucune perspective d'avenir. Nos difficultés peuvent être surmontées, parce que nous avons des forces jeunes et montantes, ayant un avenir lumineux. Le président Mao a dit que nos camarades, dans les moments difficiles, ne perdent pas de vue notre succès, qu'ils discernent notre avenir lumineux et redoublent de courage. Dans certaines organisations de masse révolutionnaires, il existe encore des tendances erronées qui font obstacle à la grande alliance des révolutionnaires prolétariens, notamment le particularisme, l'esprit de coterie, le séparatisme, les conceptions contraires aux principes d'organisation du parti, l'ultradémocratisme, le libéralisme, le subjectivisme, l'individualisme, etc. Sans corriger résolument ces défauts, nous ne pourrons ni persister dans la ligne révolutionnaire prolétarienne, ni remplir avec succès les tâches militantes qu'exige la grande alliance des révolutionnaires prolétariens et la prise vigoureuse du pouvoir. Il est donc important de les combattre, autant dans le parti que dans les organisations de masse, de les éliminer, sans quoi il sera impossible de tenir une ligne juste et de l'appliquer efficacement. Pour cela, il est évident que nous devons comprendre et approfondir ce que nous connaissons du marxisme-léninisme-maoïsme, les enjeux du centralisme démocratique, le matérialisme dialectique, et ainsi de suite. Ce n'est qu'en ayant conscience de tout cela que nous serons capables d'éliminer les concepts erronés. Le libéralisme rejette la lutte idéologique et préconise une entente sans principe. Il en résulte un style de travail décadent et philistin, qui dans le parti et les groupements révolutionnaires, conduit certaines organisations et certains membres à la dégénérescence politique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on ne discute pas du libéralisme au sens économique du terme, mais bel et bien du libéralisme avec soi-même. Se laisser aller, résultat direct du cadre capitaliste dans lequel nous évoluons et dont nous ne sommes pas séparés, que nous avons tous intériorisé à des degrés divers, mais jamais nuls. On pourrait l'apparenter à du laxisme, mais le libéralisme n'est pas seulement une question d'attitude individualiste, mais aussi de rapport à autrui, aux tâches à accomplir et à l'organisation. Le libéralisme s'exprime de nombreuses manières, et doit être combattu par tous les communistes, autant chez eux que chez leurs camarades. Il s'agit d'un poison nocif pour toute forme de collectivité révolutionnaire, empêchant l'application intégrale de la politique et coupe les organisations du parti des masses populaires. Sans faire de procès d'intention, et ne nommant personne, de nombreux mouvements et expériences socialistes se sont effondrés sur eux-mêmes, se sont fractionnés, ou encore ont complètement dégénéré, avec parmi les raisons, le libéralisme, qui aurait entraîné de nombreux immobilismes, des intrigues pour des places, ou des batailles d'ego, voire même des lignes auparavant justes qui auraient dévié de ce fait. En effet, quel communiste honnête souhaite à la fin de l'exploitation l'unité de tous les travailleurs, lorsque celui-ci n'est même pas capable de rendre service à une personne dans le besoin? Quel communiste honnête pourrait dire être habité d'un véritable esprit de fraternité, alors qu'il regarde en chien de faïence tous les inconnus qu'il croise dans la rue? Quel communiste honnête prétend être dans le parti d'avant-garde lorsque celui-ci est incapable de suivre le centralisme démocratique, trop fier de ses idées, trop imbu de lui-même pour accepter le choix des autres? Quel communiste honnête pense être avec le peuple, en faire partie, lorsque la seule chose qui lui vient en tête est plus de gens pour s'amuser que pour défendre nos droits, lorsque le peuple se détend, cherchant une échappatoire au moins temporaire à la dure vie qu'il mène? Mao nous donne quelques exemples pour saisir ce qu'est le libéralisme. En voici quelques-uns. On se désintéresse complètement de tout ce qui ne nous concerne pas, même si l'on sait très bien ce qui ne va pas. On en parle le moins possible. En homme sage, on se met à l'abri et on a pour seul souci de n'être pas pris soi-même en défaut. On n'obéit pas aux ordres, on place ses opinions personnelles au-dessus de tout. On n'attend que des égards de l'organisation et on ne veut pas de sa discipline. Au lieu de réfuter, de combattre les opinions erronées dans l'intérêt de l'Union,
du progrès et du bon accomplissement du travail, on lance des attaques personnelles, on cherche querelle, on exalte son retentissement, on essaie de se venger. On a commis des erreurs, on s'en rend compte, mais on n'a pas envie de les corriger, faisant preuve ainsi de libéralisme envers soi-même. Ce ne sont là que des exemples. Je terminerai alors par une citation de l'article Contre le libéralisme de Mao, un des 5 articles, lien trouvable dans la description, qui résume parfaitement l'attitude que tous les camarades doivent avoir s'ils souhaitent véritablement la victoire du socialisme. Un communiste doit être franc et ouvert, dévoué et actif. Il placera les intérêts de la révolution au-dessus de sa propre vie et leur subordonnera ses intérêts personnels. Il doit toujours et partout s'en tenir fermement aux principes justes et mener une lutte inlassable contre toute idée ou action erronée, de manière à consolider la vie collective du parti et à renforcer les liens de celui-ci avec les masses. Enfin, il se souciera davantage du parti et des masses que de l'individu. Il prendra soin des autres plus que de lui-même. C'est seulement ainsi qu'il méritera le nom de communiste. Que tous les communistes loyaux, honnêtes, actifs et droits s'unissent dans le combat contre les tendances au libéralisme qui se manifestent chez certains gens pour les ramener dans le droit chemin. C'est là une de nos tâches sur le front idéologique.